ce que moi j'ai essayé de porter dans mon intervention ici et dans la manière dont on a co-organisé avec Suzy Bossard, ma collègue du laboratoire, cet événement, je dirais que moi ce qui m'a intéressé de questionner, c'est effectivement de déplacer l'apparente opposition entre parents et professionnels. Je l'ai fait en posant trois dimensions importantes sur la place des parents dans ces contextes. La première, ça a été de montrer l'ampleur et la diversité du travail des entourages. Alors en volume de temps, en volume horaire, les parents en font beaucoup plus que les professionnels, mais c'est aussi important de le montrer en type de compétences, en type de savoir, donc de bien faire entendre que les parents sont souvent désignés comme des profanes, les voisins ou les amis très engagés aussi, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences. Alors, est-ce que leurs compétences, qui sont des compétences pratiques, qui sont des compétences cognitives, on leur demande aujourd'hui de maîtriser beaucoup de savoir, de repérer des indices de ce qui se passe pour le proche qui est empêché, limité, qui a besoin de services d'autrui, dont la continuité de la vie souvent dépend des services d'autrui, mais ils ont aussi, on leur demande d'avoir des compétences affectives, c'est-à-dire à la fois d'être saisis par les émotions, mais de formater, de façonner ces émotions pour qu'elles puissent permettre de ne pas remplir tout l'espace du champ de la situation. Donc ça, c'est le premier aspect de cette ampleur. Le deuxième aspect aussi de cette ampleur, donc, c'est de se dire comment les compétences de ces profanes vont être lisibles, reconnues par des professionnels, ou est-ce que les professionnels vont leur demander de s'aligner à travers aujourd'hui tout ce vocabulaire sur la formation des aidants. Ça, c'est le premier aspect qui me semble très important. Le deuxième aspect, c'est de prendre une mesure de droit, la mesure de protection juridique des majeurs, et de se demander, et de pouvoir montrer à travers les recherches que nous avons menées, qu'en fait, cette mesure, qui peut être exercée par un parent ou par un professionnel, elle est aussi diversifiée entre les parents qu'entre les professionnels dans leur manière de l'exercer. Et à l'égard des vieilles personnes, on a ainsi pu montrer que certaines pratiques en renvoient finalement l'usage vers l'idée que les personnes vont vieillir vraiment dans une conformité au droit, vieillir en ordre, et ça on va le voir à la fois par des mesures exercées par des parents comme chez des mesures exercées par des professionnels, et de la même façon, il y a des personnes qui vont vieillir en continuité de leur identité, c'est-à-dire la mesure de protection va chercher à préserver ce qui importe pour elles, à être en continuité des normes et valeurs qu'elles ont portées durant leur parcours de vie. Et là, pareil, on va voir des membres de la parenté qui exercent, qui vont aller dans ce sens-là, mais aussi des professionnels. Alors, j'ai évidemment pas le temps là, mais de montrer les différentes variables, les différentes logiques d'action de ce travail de famille. Et la troisième dimension qui m'intéresse de continuer à creuser, c'est la question des négociations du soin. On affirme aujourd'hui beaucoup la dimension publique, mais aussi quand on est hospitalisé, quand on a besoin de décider d'un changement de logement et qu'on est dans le champ médico-social, on affirme beaucoup cette notion de démocratie en santé, de démocratie médico-sociale ou sanitaire, que les droits rappellent, la loi 2002 sur les usagers des services et établissements médico-sociaux, les droits des malades, etc. Et en même temps, ce que l'on constate dans ces situations, c'est la complexité des négociations. Et on voit bien que promouvoir cette négociation, ça nécessite un travail partagé. Il est rendu difficile parce qu'en fait, les normes et les valeurs des personnes, de leur entourage, elles sont inscrites dans des histoires très longues. Et si je prends par exemple dans ma famille la parenté Le Borgne ne fonctionne pas du tout comme la parenté Huguin, qui est celle de mon conjoint. Donc les normes et valeurs, quand il y a un événement qui renvoie à la sphère médico-sociale ou au droit civil ou aux questions patrimoniales, ne sont pas les mêmes. Et donc ces normes et valeurs qui sont indigènes, pour prendre un mauvais terme, qui sont internes, qui renvoient à des sédimentations très longues dans ces parentés, eh bien quand elles rencontrent les univers professionnels, elles supposeraient aussi une lisibilité pour les professionnels qui font que, bien entendu, dans un contexte aussi de raréfaction des moyens de fonctionnement de beaucoup d'organisations de santé et dans le médico-social,
d'un côté, on va prôner ce champ de démocratie sanitaire, cette norme, et de l'autre côté, on va être aussi dans le protocole, dans le respect de procédures qui font que l'espace-temps pour rapprocher les normes et valeurs des organisations et celles des configurations de parenté, qui est un terme extrêmement important, il est parfois très faible, et donc on va devoir se heurter, on va être amené à se heurter, à s'indifférencier, à faire l'expérience de désaccordage, de désajustement, à des moments où précisément, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a un travail de proximité, d'approche qui nous permettent de délibérer collectivement, pas seulement entre professionnels, pas seulement entre personnes concernées et ses parents, mais de manière à ce que ces différentes positions, ces places de tiers, puissent se rencontrer et élaborer des solutions qui soient les moins inadaptées possibles et surtout qui puissent être réexaminées pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas trop de situations, on va dire, de contraintes trop fortes qui soient exercées et d'inégalités sociales qui soient reproduites à ces moments-là, où seules finalement les personnes qui seraient dans des milieux relativement pourvus pourraient faire elles-mêmes ce travail de traduction, tandis que d'autres qui vivent dans des univers plus étroits ou plus spécifiques, plus loin du monde de la santé ou du médico-social et du monde juridique et des réglementations, ne se sentent pas trop distanciés et du coup ne passent pas à côté de dispositifs qui seraient susceptibles d'aller conforter, soutenir la solidarité privée, c'est-à-dire l'entraide familiale qui est déjà attendue et qui est extrêmement forte aujourd'hui dans tous les moments où il y a des événements imprévisibles du cours de la vie, dont on sait bien qu'ils sont prévisibles, mais dont on a tendance à penser aujourd'hui que bien vieillir ou bien vivre avec le handicap, ça consisterait en fait à ne pas être en difficulté dans ces parcours, alors qu'on sait que être en difficulté, percevoir des décalages, c'est aussi l'ordinaire du parcours de vie à un moment ou à un autre pour les uns ou pour les autres. Donc voilà un petit peu ce que j'ai essayé de dessiner et qui mérite évidemment d'être continué dans différents contextes sociaux pour bien creuser ce qui se passe sur cette rencontre entre des professionnels, des personnes et des entourages dans les univers du territoire où convivent et en regardant de plus près ce qui se passe dans ces logiques territoriales. Voilà un petit peu ce que j'ai essayé de partager avec les participants et participantes de ces journées d'études.